Nous retrouvons nos chers invités pour la suite de l'émission. Gabé Adjao est là, juriste, analyste politique. Emmanuel Vivien Tomi, lui, c'est le doyen, directeur de publication de Plume Libre et conseiller en communication politique. Dominique Lacmon, analyste politique. Il est le secrétaire général et le porte-parole du mouvement Foi la Force du Togo. On va quitter donc Bamako pour Kinshasa, en République démocratique du Congo, où la rébellion du M23 gagne du terrain dans l'est de ce pays, conduisant la mission de l'ONU à augmenter le niveau d'alerte de cette troupe pour soutenir l'armée congolaise. En tout cas, une réunion de plus se tient à Kinshasa d'urgence sur la sécurité nationale. Face à cette situation, les populations souffrent. On va écouter les déplacés. Je suis obligé de quémander pour que mes enfants trouvent à manger. Je dois sillonner les marchés pour quémander et sinon les enfants vont mourir de faim. C'est la vie de Kanyaruchinya. Nous craignons maintenant que les rebelles arrivent ici près de la ville. J'avais fui mon village, mais en arrivant à Kibumba, il y avait aussi des coups de feu. À la fin, je me suis retrouvé ici. Mais avant-hier, les soldats ont ouvert le feu ici également et on a encore fui vers Goma. Nous sommes revenus ici et c'est la souffrance. Je suis assis ici maintenant, mais je n'ai nulle part où dormir. Allez, on lit l'inquiétude dans les yeux de ces déplacés. Alors, Dominique Lacmon, vous les avez écoutés. Ils ont quitté plutôt leur lieu, ils sont réfugiés quelque part, mais ils craignent toujours que les rebelles du M23 viennent là-bas. Oui, c'est triste de voir les populations qui souffrent d'une guerre qui ne finit jamais. C'est cette rébellion M23 qui sévit au niveau la République démocratique du Congo, dans la zone de Goma. Moi, je me dis, est-ce que c'est pas une manque de volonté pour en finir avec cette guerre? D'abord, si nous faisons l'historique de cette rébellion qui a commencé avec le régime de Kabila, qui revendiquait un certain nombre de choses, notamment l'inégalité, les inégalités sociales, le désenclavement des zones et tout ça. Et après, ils ont fait un accord avec le régime Kabila qui devait, selon l'historique, la mise en application, intégrer ces rébellions dans l'armée avec leurs grades respectifs. Et après tout, c'est la mise à... Quand même, Kabila a essayé quand même d'accepter les accords. Après, ces rebelles ressortent que non, que Kabila a triché les élections de temps. Et les dernières élections que Kabila a organisées, il se retrouve encore et c'est la population qui souffre. Et on se demande qui les finance, les armes sortent d'où et à qui profite cette guerre. Je pense que d'abord, il y a une manque de volonté politique entre les dirigeants africains. Surtout, la responsabilité incombe également à la RDC, l'Ouganda et puis le Rwanda. Et si vous voyez la zone de Goma, une petite zone entre ces trois pays, et une rébellion qui sévit là-bas, et les gens souffrent depuis des années. Pour quelles raisons? Quels sont ces accords qu'on met et comment il faut mettre la mise en application tarde à venir ou quoi? C'est l'intérêt de cette guerre profite à qui? Il faut savoir qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Sinon, les rebelles là sont animés par quelle force? Les moyens financiers viennent de quel pays? Et si je sais que la RDC c'est un pays continent qui regorge beaucoup de ressources minérales dont profitent également. Ils exploitent aussi ces minéraux, mais ils les vendent à quel pays? Et qui? Et où sont transformés ces pays? Et qui leur livrent les armes? Et tout ça, c'est vraiment déplorable de voir la situation que traverse la population de Goma, du Sud Kivu, du Nord Kivu, depuis des années. Je pense qu'avec l'intervention du président du Kenya et sa force d'interposition, si vraiment il y a cette volonté de finir avec cette rébellion, ils vont arriver au bout de cette guerre. Et son général a commencé à appeler les rebelles à déposer les armes et ils donnent même les ultimatums aux rebelles s'ils hasardaient à réagir, à insister
ils vont quand même avoir ils ne vont pas s'attarder à réagir contre ces rebelles-là. On va espérer voir que si cette solution peut apporter un issue à la population de Kivu qui souffre depuis des années, ça serait une bonne chose. Alors, Gabé Adjao, entre-temps, on a vu des combats intenses où on a vu des frappes sur ces positions des rebelles du M23. L'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, a demandé aux deux parties de faire taire la guerre pour pouvoir trouver une solution diplomatique. Mais ça tarde à venir. Et en face, on voit justement cette population qui souffre autant qu'on voit de loin leur vie et comment ils passent leur journée. C'est triste. Tellement triste, hein. Comme on le dit, quand deux éléphants se battent, ce sont les fourmis qui en paient le prix. Et aujourd'hui, quand je vois l'état de ces populations-là qui souffrent énormément, compte tenu de cette guerre, hein, entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, je me pose véritablement de questions. Je me demande pourquoi ils n'arrivent pas à faire la paix depuis tout ce temps, depuis l'époque Kabila, là, comme je le dis, depuis l'époque Kabila jusqu'à aujourd'hui, ils n'y arrivent pas. Il y a eu des discussions, il y a eu des accords qui n'ont jamais été mis en œuvre et ça continue. Les rebelles là, la plupart faisaient partie, hein, de l'armée républicaine congolaise. Ils s'étaient retirés. Et comme ils sont là pour la plupart des Tutsis, ils sont recroquevillés dans leur zone pour aller recruter leurs frères Tutsis qui se sont alliés à eux. Vous voulez dire que c'est un problème interne? C'est un problème. Mais aujourd'hui, c'est un problème interne, mais soutenu de l'extérieur. Donc ces rebelles-là aujourd'hui ne sont plus que en train de réclamer ce qu'ils réclamaient entre-temps, à savoir être dans les plus hautes sphères de la gestion du Nord Kivu, mais aussi aujourd'hui, ils sont quand même en train de rouler pour d'autres puissances, pour d'autres personnes. Quand on sait très bien que, je vais ouvrir une brèche, quand on sait très bien que le président rwandais, Paul Kagame, est un Tutsi, mais un pays frontalier, direct au Congo, qui a même une bouche, hein, dans ce Congo-là, mais quand même refuse de prêter main forte au Congo pour pouvoir arriver à bouter hors ces rebelles-là. Moi, je me pose véritablement de question si c'est pas lui qui est derrière tout ça. Si c'est pas lui qui est derrière tout ça. Si, en tant que chef de l'État, si toi aussi tu es... Non, c'est ce que je dis, c'est tout à fait normal. Parce que c'est le président rwandais Paul Kagame. Paul Kagame, beaucoup le disent, c'est un Tutsi. Ceux-là qui sont des... la question de Tutsi... oui, bon, oui, mais ce sont les mêmes ethnies. Je vais parler d'ethnies plutôt, c'est mieux. C'est une question un peu difficile. Un peu difficile. Oui. Sont pratiquement les mêmes ethnies. Et moi, ce qui retient beaucoup plus mon attention, c'est que il est frontalier au Congo. C'est un pays frontalier au Congo. Et si ces rebelles la menacent le Congo aujourd'hui, s'ils ne les soutenaient pas, ils allaient quand même se dire, s'ils finissent par attaquer le Congo, à un certain moment, ils vont venir vers moi, d'autant plus que moi, j'ai un petit pays par rapport au Congo. Donc, ils devaient s'inquiéter et ameuter les autres pour pouvoir arriver à vaincre ces rebelles-là. Mais il ne fait absolument rien. Il dit c'est un problème intra-congolais, ça ne le regarde absolument pas, alors que ces gens-là, à un certain moment, se réfugient au Rwanda, ils ont leur base au Rwanda et Dieu seul sait où ils s'approvisionnent en armes. Donc aujourd'hui, je pense, hein, la sous-région, la communauté sous-régionale doit quand même faire quelque chose pour les appeler à la table de discussion, parce que les guerres déclenchées, tout ça un peu partout, c'est les populations qui en souffrent. Et aujourd'hui, moi je me pose aussi des questions concernant l'armée congolaise. Hein. On dira que c'est une armée pas du tout stable, qui n'est pas véritablement engagé dans cette guerre-là. Quand des militaires sont en train de fuir sur le champ de bataille, ça veut dire qu'il y a un véritable problème et ces problèmes-là doivent être résolus. C'est peut-être parce que la communauté sous-régionale a senti cette faiblesse, si on peut le dire entre griffes, de l'armée congolaise, qu'elle essaie d'apporter des soutiens justement au Congo. On a vu les Kenyans, hein, Emmanuel Vivien Tomi, et d'autres pays également. L'Ouganda est toujours du côté de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui peut encore expliquer l'avancée du M23? Le problème dans la zone, c'est qu'il y a des rébellions qui se forment de part et d'autre. Quand tu prends le Rwanda, quand tu prends la RDC,
l'Ouganda, l'Angola, ainsi de suite. C'est d'ailleurs même la stratégie politique ou bien politico-militaire de la rébellion, c'est d'abord trouver une base pour se former, une base pour former les troupes, comme on le dit, et le soutien logistique pour pouvoir attaquer. Si vous êtes un régime régulier et vous avez affaire à une rébellion qui arrive à tenir le coup pendant des semaines, voire des mois, n'allez pas chercher très loin. Il y a un soutien solide derrière. Et quand on prend le cas de la RDC, vous savez que déjà au temps de Mobutu, il y avait eu beaucoup de problèmes avec des rébellions qui naissaient, qui disparaissaient, des fois à coups de millions et de milliards. On arrivait à les neutraliser. Mais quand le père Kabila, Laurent Désiré, avait voulu chasser de force Mobutu, parce que là aussi c'est une problématique dont on doit parler en Afrique. Quand il y a les régimes de dictature et vous voulez mettre fin à la dictature, il faut s'assurer de ne pas créer un autre problème. C'est-à-dire que... enracinés, vous oui, bien sûr. Puisque vous pouvez faire partie de la dictature ou bien les dictateurs, mais mettre votre pays en danger et le pays ne sera jamais stable. Et donc, au temps de Mobutu, Laurent Désiré Kabila a eu à faire des alliances avec des pays où on a vu même des étrangers qui ont combattu pour chasser Mobutu, pour reprendre le pays, la RDC. Alors, Mobutu est parti, il a été obligé de fuir le pays, il est même mort et enterré à l'extérieur, ce qui n'est pas normal pour un chef d'État. Mais le problème, c'est que ce soit le Rwanda aussi à côté, on a vu des interventions d'autres soldats de la zone qui ont aidé à réussir certaines causes. Aujourd'hui, personne ne peut me dire que le Rwanda n'a rien à voir avec l'essor que connaît le mouvement de la rébellion. Et Macron, le président français, a essayé de mettre à table Tshisekedi et puis Paul Kagame, justement. C'était aux Nations Unies. Oui, justement pour leur dire, mais écoutez, il faut mettre fin à cette guerre, ce qui n'est pas normal. Oui. L'Afrique serait le berceau de l'humanité, ou bien l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je dois rectifier. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on va se poser la question de savoir que devient l'Afrique. Que devient l'Afrique? Parce que quand Paul Kagame, qui veut être le champion donneur de leçons, Tshisekedi qui prend la parole un peu partout, quand les deux là ne peuvent pas s'entendre pour mettre fin à la progression de cette rébellion qui fait du mal à la population, je me dis, où est-ce que les dirigeants africains veulent conduire notre continent? Regardez ces pauvres enfants, ces pauvres dames qui souffrent. Les hommes, bon, on n'en parle pas trop. On parle souvent des enfants et les femmes d'abord. Maintenant, on est obligé de les mettre, ils sont obligés d'être sur la rue, dans la brousse, des fois sans rien à manger pendant plusieurs jours, et on ne dit rien. Ça n'a pas de sens. L'Afrique veut aller régler le problème entre l'Ukraine et la Russie. Et en Afrique même, il y a le Congo et le Rwanda qui se battent sous comment on appelle ça, sous ambassade. On met juste un nom, on dit mouvement de rébellion, mais on sait ce qui se passe réellement. Personne ne peut nous dire le contraire. Pourquoi il n'y a pas cette volonté de la part de Paul Kagame et de Tshisekedi de mettre fin à cette guerre? Cette zone, on sait que les raisons du combat ne sont pas nécessairement, ne sont pas que des raisons, de marginalisation, des raisons politiques, ethniques. Ouais. Il y a des raisons également économiques. Parce que, vous savez, un pays comme la RDC, c'est une grande mine en Afrique. C'est une grande mine, c'est beaucoup de choses au sous-sol. Et c'est pas aujourd'hui, depuis le temps de la colonisation. Plusieurs personnes, pour ne pas dire des puissances, essaient de contrôler une partie du territoire.
Même avant la neutralisation ou l'assassinat de Patrice Lumumba, ben, il y avait déjà cette guerre où on veut contrôler une zone. On ne veut pas que le gouvernement central, le gouvernement légitime puisse avoir la même mise sur tout le pays. Et ça continue comme ça. Aujourd'hui, il y a des soldats qui se retrouvent dans cette rébellion qui ne sont pas de nationalité congolaise. Il ne faut pas qu'on se trompe. Et c'est trop grave. Ça, c'est une agression. En réalité. Oui. Mais on fait ça sous couvert de la rébellion. Et pourquoi l'Union africaine ne dit rien? Voilà aussi autre chose, parce que l'Union africaine peut s'investir. Regardez, on a trop de problèmes chez nous en Afrique. Les jeunes se mettent dans les rues pour dire bas la France, dehors la France, et on brandit les drapeaux de la Russie. La France qui veut résoudre le problème. Oui, mais voilà, justement, voilà Macron qui intervient. Mais ce que je voulais dire, c'est que vous n'allez pas voir dans les rues les drapeaux de l'Union africaine. Jamais. Est-ce que vous avez vu qu'on a brandi les drapeaux de l'Union africaine à la place des drapeaux français pour dire la France dehors? Je crois qu'il y a ce problème-là qu'on doit régler. Il y a un problème de confiance aussi. En ce siècle, mettre encore des familles entières dans la brousse, dans la rue, juste parce qu'on a des ambitions, je me dis, excusez-moi, mais ça n'a pas de sens, c'est vraiment sadique et ça nous ramène carrément en arrière. Je pense que le président Tshisekedi, au lieu de continuer par recruter les jeunes pour pouvoir faire le combat, le président Tshisekedi doit taper sur la table, appeler l'Union européenne, convoquer M. Paul Kagame pour qu'on mette fin à cette guerre. Oui. Bon, les rebelles, si c'est possible de les réintégrer, on les réintègre parce qu'il y a ce problème-là aussi qui se passe. Ceux qui ont combattu pour amener certains au pouvoir, ils ont été écartés par la suite et ils deviennent un danger. Pour attaquer un pays, souvent on s'entraîne dans un autre pays. Oui. Et c'est ce qui se fait. Or, les chartes de l'Union africaine l'interdisent. Aucun pays ne doit servir de base arrière à la déstabilisation de l'autre. Malheureusement, voilà ce qui se passe aujourd'hui en RDC. Vous voulez parler, Dominique Latmo, mais bien avant, on va marquer la pause.